Radicalisation, homophobie, racisme et sport sont des mots qui ne vont pas très bien ensemble et pourtant, un livre brise l'omerta qui règne dans le sport. Magali Lacrose, bonjour. Bonjour. Patrick Caram est en ligne avec nous. Non, il n'est pas en ligne. Magali Lacrose, vous êtes journaliste d'investigation, vous travaillez pour France Télévisions. Vous avez signé cette enquête. Et Patrick Caram, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, vous êtes en charge des sports, de la jeunesse, de la vie associative, de la citoyenneté et des loisirs, donc depuis 2015. C'est vrai que tous ces mots sont des très beaux mots, jeunesse, citoyenneté, loisirs, et pourtant quand on lit votre livre, quand on lit les témoignages que vous avez recueillis qui sont absolument terrifiants, on s'interroge effectivement sur les dérives qu'il y a pu y avoir dans ce sport. C'est une enquête remarquable. Alors peut-être Magali Lacrose, pendant combien de temps vous avez enquêté ? C'est déjà des enquêtes et une expertise qui est là depuis plusieurs années chez Patrick et chez moi dans un autre domaine plutôt journalistique. Oui. Mais là, ça nous a pris au moins 1 an et demi, 2 ans à vraiment faire ces enquêtes, trouver les témoignages. C'est pas des on-dit qu'on trouve dans les livres, comme le dit la ministre des Sports. Ce sont des faits qui sont vérifiés, qu'on a contextualisés, mais qui ont du mal à sortir. Qui ont du mal à sortir. Ça a été difficile de convaincre. Alors beaucoup de noms sont évidemment modifiés. La plupart, c'est la preuve de cette omerta. Il fallait protéger l'anonymat des gens qui nous faisaient confiance et qui osaient parler. Et d'abord, il fallait qu'ils nous fassssent confiance avant de se confier, de se dévoiler, parce que pas forcément un travail très facile. On y reviendra en particulier en ce qui concerne le harcèlement, sur l'homophobie, ce joueur de foot de Ligue 1 qui est obligé de faire des photos avec une jeune femme pour ne pas révéler son homosexualité. Donc c'est quelqu'un de connu dont vous ne dévoilez pas le nom. Donc il a fallu effectivement une certaine confiance pour qu'il accepte Mais en fait, le problème, c'est que ces choses-là, elles sont acceptées dans le sport par les dirigeants, et elles sont aussi poussées là dans le cas de ce joueur de football professionnel. C'est son agent qui lui avait dit il faut pas, parce que dans l'équipe ça avait commencé à se savoir, et il y avait des mots qui tournaient contre lui, des insultes, etc. Et il fallait absolument pas salir entre guillemets l'image qu'on veut avoir du sport, du champion hétérosexuel, blanc, jeune. Le sport, Patrick Caram, est censé être un lieu d'intégration à la société, d'apprentissage des règles, avec des valeurs positives, de solidarité, de dépassement de soi. Comment vous expliquez cette dérive à laquelle on assiste? Comment vous l'expliquez? Mais bonjour. Eh bien, je confirme que le sport est réellement un lieu de dépassement de soi, mais aussi un lieu où les valeurs sont importantes, un lieu où des jeunes peuvent se retrouver en perdition et se retrouver sur le droit chemin parce que, justement, ils se sont inscrits dans un club et ont rencontré des éducateurs et un parcours après tout à fait remarquable. D'ailleurs, je vous rappelle que ces valeurs du sport aujourd'hui font l'objet de quantité d'études et sont très documentées parce qu'on réussit mieux à l'école quand on fait du sport, quand on est dans un club, parce qu'on prend le sens de la réalité, le sens de l'ordre, de l'autorité, de l'effort, du dépassement de soi, parce qu'on est dans un club, la discipline. Voilà. Alors après, il y a des dérives. Certes, ces dérives sont quelque part marginales, mais ces dérives-là, il faut les traiter. Alors, c'est vrai qu'il reste quelques sujets importants dans le sport. En général, les dérives sont moins importantes que dans le reste, pour le reste des activités et pour le reste de la société, sauf dans quelques secteurs. Et avec Magali Lacrose, nous avons souhaité faire une véritable, nous avons souhaité entrer au cœur de l'activité des clubs. Et cette enquête, et je veux saluer ma co-auteure avec qui ce travail a été réalisé, je veux dire que cette enquête-là, aujourd'hui, doit signer un avant et un après.
Oui, mais enfin, vous avez entendu la ministre, ce qu'évoquait Magali Lacroze, la ministre Roxana Maracineanu, qui parlait de phénomènes marginaux, qui étaient dans le déni au moment de la sortie de votre livre et des révélations d'ailleurs du Parisien il y a quelques jours, un journaliste avait infiltré un club de sport pour dénoncer la radicalisation. Il n'y a pas eu vraiment de réaction ni de mobilisation. Donc vous dites un avant, un après, quand même la ministre des Sports refuse d'entendre ce que vous dites, c'est inquiétant. Après, sa collègue au gouvernement, Marlène Schiappa, quelques jours plus tard, a balayé ces accusations-là en disant que si, en effet, ce sont des choses qui existent, que les théories politico-religieuses existent dans les clubs de sport et qu'il s'agissait d'enquêtes et de faits avérés. Mais c'est à la marge ou pas ? Sur la radicalisation, quand même, il faut rappeler à la ministre des Sports, c'est pas nous qui le disons, ce sont nos services de renseignement, que le sport, pour nos services de renseignement intérieur, est le premier vecteur de radicalisation. C'est aujourd'hui, sur le site, et tous ceux qui peuvent et veulent vérifier peuvent le faire, sur le site Stop Djihadisme, vous avez le sport comme premier vecteur de radicalisation islamiste avant même les mosquées. Deuxièmement, il faut lui rappeler qu'environ 1 millier de radicalisés qui figurent sur le fichier, le FSPRT, c'est le fichier des radicalisés à visée terroriste, figurent dans nos clubs. Ils peuvent être des licenciés, ils peuvent être des éducateurs, ils peuvent également être des dirigeants de clubs. Il faut, et là encore, c'est très documenté. Oui. Et c'est un phénomène très suivi par le ministère de l'Intérieur. Et enfin, il faut encore lui remettre en tête le fait que quasiment tous ceux qui ont commis des attentats terroristes en France et même en Belgique étaient passés dans des clubs de sport, étaient même passés récemment dans des clubs. Daesh, souvenez-vous, Daesh, dans son précis de terrorisme, à destination des musulmans islamistes radicaux en Europe et dans le monde, demandait de faire du sport, demandait de se mettre en forme, demandait d'aller dans des clubs de combat ou dans des clubs de tir, et c'est vrai, ou dans des sports collectifs, de façon à pouvoir passer à l'acte. Voilà. Donc, si la ministre considère qu'il n'y a rien, c'est pas étonnant. Elle est dans la logique de ses prédécesseurs. Rappelons qu'en 2015, lorsque un rapport du ministère de l'Intérieur, en fait, un rapport de nos services est publié et mis sur la place publique, le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, indique que c'est pas notre affaire. C'est l'affaire du ministère de l'Intérieur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos clubs, c'est le terrain de chasse de nos services de renseignement, et le ministère des Sports, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parce qu'il y a cette question de déni de réalité, parce qu'il y a aussi l'idée que le sport, c'est des valeurs et qu'on ne veut pas voir le reste, eh bien malheureusement, parce qu'il n'y a pas cette volonté politique, le sport n'est pas forcément très allant sur ces questions. Le problème en plus avec ce déni en fait qui est affiché au plus haut niveau politique, c'est que ensuite après, comment voulez-vous que dans les clubs de sport, les dirigeants reconnaissent le sujet? C'est compliqué, et du coup ça donne dans le livre on en parle, ça donne des dirigeants qui peuvent être alertés par les uns et les autres qu'il y a une situation dans un club où l'entraîneur parle de religion pendant le cours, ou dans un autre club il est interdit aux femmes de venir pratiquer ce sport, et du coup il passe un coup de fil en disant bon bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta salle? On lui répond non tout va bien, ou alors en fait mais il se passe rien puisque le président de ce club est une présidente, donc on affiche une mixité c'est une mixité de façade en fait, et du coup après il se passe rien parce que comme vous le racontez, il n'y a pas de ligne politique claire, c'est compliqué parce que il y a le radicalisme et puis il y a le sexisme impliqué qui implique aussi parfois la religion signaux, en fait, à partir du moment où on commence à exclure les femmes. Il y a l'exemple de cette jeune femme qui est exclue de son sport alors qu'elle est son frère un soir la prend à part et lui dit maintenant ça suffit, tu ne vas plus. Alors là c'est le frère qui intervient, mais ça arrive dans les clubs aussi. Vous évoquiez ces terroristes, effectivement nombreux sont ceux qui sont passés par les
clubs de sport. Et c'est vrai que ça m'a sidéré. Les Kouachi pratiquaient, les frères Kouachi, de la boxe et du foot. Les Koulibaly, Amédi Koulibaly, boxe thaïlandaise. Ceux de Saint-Étienne-du-Rouvray, la boxe thaïlandaise. Enfin, tous pratiquaient un sport. Parce qu'il y a un rapport au corps aussi, presque militaire, où il faut faire combattant. Ouais. C'est plus du jeu, c'est du véritable combat. Oui, alors il y a énormément de sujets. Votre livre fait près de 500 pages. Il se lit vraiment très très bien parce que ce sont énormément de témoignages. Donc c'est très concret. Donc il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'homophobie, on en a parlé. Il y a aussi les histoires d'agression sexuelle. Aujourd'hui même, je ne sais pas si vous avez vu dans le Parisien, il y a le procès d'un entraîneur de tennis qui a couché, violé, oui, sa jeune élève de 12 ans. Alors il a vécu avec elle, donc ce sont des situations compliquées, mais ça implique aussi là très précisément le sport. Ce sont des agressions sexuelles d'un autre type. Parce qu'il y a déjà la question de l'emprise de l'entraîneur sur l'entraîné. L'entraîneur, c'est celui qui sélectionne. Donc il faut se faire bien voir et puis ces jeunes filles ont tellement, ou jeunes garçons d'ailleurs, ont tellement envie d'être sélectionnés, de faire ce sport-là. Et par ailleurs, cette question d'emprise est très compliquée parce que aujourd'hui, dans les clubs de sport, l'entraîneur, il a une aura qui est bien plus puissante que celle des parents, par exemple, ou des grands frères, vraiment, il a une importance capitale dans la vie et dans le façonnement du corps et de la jeunesse de ces jeunes filles. Et il peut en jouer. Oui, c'est effectivement, mais ces dérives, comment il y a eu une omerta, ça fait assez peu de temps finalement qu'on lève le voile sur ces pratiques. Il y a une libération de la parole. Alors, Patrick Haram, vous disiez un avant, un après. Est-ce que finalement les choses peuvent bouger? Parce que quand on lit votre livre, on se rend compte qu'il y a finalement assez peu de conséquences. Il y a ce que vous évoquiez, Magali Lacroze. Donc, est-ce que le fait de parler, ça peut faire bouger les choses? De manière très claire, sur les questions des violences sexuelles, prenez cette question-là. La ministre des Sports, et c'est la seule question sur laquelle elle s'est positionnée de manière très forte, a mis en place un certain nombre de groupes de travail avec une déléguée ministérielle après avoir demandé un rapport à un inspecteur général. Et on va bouger sur cette question. Et cette question va être réglée. Mais c'est parce qu'elle a décidé de porter politiquement la question. Bien. Donc cette question va évoluer. Elle ne va pas être forcément réglée. Il faut savoir que la question des violences sexuelles, ce n'est pas simplement les entraîneurs. Plus de la moitié, c'est le fait d'athlètes et d'athlètes entre eux. Et donc, la question revêt des formes très multiples et très variées. C'est le premier point. Deuxième point, ça veut dire donc on peut évoluer. Et c'est vrai que nous faisons des propositions très concrètes, Magali Lacroze et moi-même. À la fin de l'ouvrage, vous avez des plans d'action qui pourraient décliner. Il y a un autre sujet que la ministre ne prend pas en compte, l'homophobie dans le sport. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Ce n'est pas simplement l'affaire de quelques chants homophobes, ce qui est insupportable de la part de supporters. C'est une question qu'elle a pu prendre dans le... Ah, on ne vous entend plus. Oui. Sur le football, elle a dû baisser pavillon, puisqu'elle a été désavouée par le président de la République et qu'elle a signé un communiqué de presse dans lequel, avec le président de la Fédération de foot, dans lequel on ne mentionne même plus l'homophobie dans les chants et dans le sport, mais la lutte contre les discriminations en général. Mais l'homophobie dans le sport, c'est des vies humaines. Ce sont des gamins qui se retrouvent à l'âge de l'adolescence, en situation de fragilité, pointés du doigt, parce qu'on pense qu'ils sont homosexuels, ou pour lesquels on veut faire du coming out forcé. Ces gamins sont terrorisés. L'épreuve de la douche est quand même pour eux une épreuve terrible. Tous ces gamins qui, aujourd'hui, se retrouvent dans des clubs, entendent à longueur de journée. Et ces clubs, en fait, les clubs collectifs, vous voyez, le sport collectif, ou les clubs où on exalte le culte de la virilité sont dans cette situation-là, tiennent des discours répétés sur « tu joues comme une tapette, tu te bats comme une fillette, etc. » Le gamin qui, lui, est homosexuel, il a deux réactions. Soit il va en faire plus, et lui-même va faire de la surenchère homophobe, avec des propos d'une violence extrême, et parfois même s'en prendre à un homosexuel, réel ou pas réel, parce qu'il aura à cœur de montrer qu'il veut appartenir à ce groupe. Bien. Ou alors, il va baisser pavillon, il va lâcher prise, et ça peut avoir des conséquences importantes parce que certains d'entre eux vont se suicider. Ça peut être un acte
un fait déclencheur. On a sur cette question une responsabilité majeure. C'est qu'il n'y a pas de vraie enquête documentée sur le suicide des gamins qui sont dans des clubs à l'adolescence parce qu'ils auront vécu des situations traumatisantes, des situations sur l'interrogation de leur homosexualité, sur des communards forcés, etc., etc. Moi, la question que je pose à la ministre des Sports, c'est pourquoi, à partir du moment où elle a décidé de s'en prendre, d'attaquer frontalement la question des violences sexuelles qui, jusqu'à présent, étaient connues, bien sûr, mais faisaient l'objet, comme le reste, d'une omerta, et c'est normal. C'est normal s'il n'y a pas de volonté forte du ministère de combattre ces dérives. Pourquoi la même chose n'est pas faite dans d'autres secteurs? Je pense à l'homophobie dans le sport, je pense bien évidemment à la radicalisation ou alors au communautarisme dans le sport, je pense également au sexisme et à toutes les dérives. Il faut qu'à un moment donné, les pouvoirs publics mettent les pieds dans le plat, mais quand on a... C'est un manque de volonté politique. C'est pour ça qu'on a besoin d'une réaction claire. Ce sont des ragots, c'est sûr qu'on n'ira nulle part. Et quand elle explique qu'il y a, prenons le cas de la radicalisation, c'est quand même choquant d'entendre ce qu'elle a dit chez vos confrères d'une radio. Elle a dit, voilà, on a fait 300 contrôles, il y a eu 5 situations, 5 clubs qu'on a fermés, et on ne l'a pas fermé pour radicalisation. Alors les 300 contrôles, je vous dis quand même que ces 300 contrôles font partie de ces contrôles que l'on fait habituellement, que les services de l'État, les DDCSPP, les inspecteurs font régulièrement dans les clubs sportifs. Il n'y a rien de nouveau. Et ça n'est pas fait sur la radicalisation. Deuxièmement, sur les 5... Alors qu'on a un plan séparatisme qui devrait... mais ce sont des contrôles habituels. On va vérifier que les pratiquants sont en bonne santé, que ça répond aux normes sanitaires, aux normes, que ça réponde aux normes de sécurité. Voilà ce qu'on vérifie. Voilà ce que les inspecteurs généraux vérifient. Mais alors, les inspecteurs, quand ils sont des directions départementales, quand ils débarquent dans un club, voilà ce qu'ils vérifient. Mais c'est des contrôles qu'on a depuis des années. On ne cherche nullement des traces de radicalisation ou autre chose. Et quand elle dit qu'il y a 5 clubs qui ont été fermés, elle dit, mais ça n'a même pas été fermé pour radicalisation. Moi, je vous signale qu'il y a des contrôles aujourd'hui qui sont faits sur, évidemment, en lien avec le ministère de l'Intérieur et qui dit aux inspecteurs généraux, aux inspecteurs, mais allez contrôler tel club et essayer de trouver les moyens de fermer le club. Le problème, c'est que comme on n'a pas mis hors jeu la radicalisation, vous pouvez être radicalisé et pouvoir être dirigeant d'un club sportif. Ça, c'est un véritable problème. Comme vous n'avez pas mis ça hors jeu, eh bien, vous devez aller trouver des prétextes. Vous devrez aller dire, eh bien, effectivement, il y a question de sécurité qui n'est pas respectée. Vous avez une question de santé publique là-dessus qui n'est pas respectée. Il vous manque une voie de secours, etc. Et vous fermez un club sous des prétextes. Sous des prétextes. Prendre de front le sujet. Mais comme on le fait avec Magali Lacrosse, avec Magali, on a dit de manière très claire, il y a un contrôle aujourd'hui sur l'honorabilité des prédateurs sexuels. Vous avez un fichier qui s'appelle le fichier FIGES. Vous êtes sur ce fichier, eh bien, on contrôle à partir de ce fichier votre honorabilité et vous ne pouvez pas, en tant qu'éducateur professionnel et même amateur, vous retrouver dans un club. Alors, pour les éducateurs professionnels, c'est fait chaque année. Pour les amateurs, c'est fait de manière aléatoire. Aujourd'hui, le ministère travaille à le rendre systématique. Et ça existe donc pour les prédateurs sexuels. Et pourquoi ça n'existerait pas pour la radicalisation? Expliquez-moi si c'est moins grave pour un radicalisé d'être en contact avec des enfants, de faire prier sur le terrain, de les entraîner dans des dérives et dans une violence latente vis-à-vis de l'État, dans un ressentiment. Est-ce que c'est moins grave d'endoctriner des gamins que de les violer? C'est le même caractère de gravité. Il faut donc qu'avec le fichier que l'on a, on puisse rendre incapables ces éducateurs, aussi bien bénévoles que professionnels, de se retrouver dans ce club. D'exercer et d'être là. Alors peut-être Magali Lacrosse, effectivement qu'il y a une emprise. Oui, il y a une emprise. Il y a une emprise. Il y a une emprise évidente, mais ce que soulève Patrick et ce qu'on raconte dans le livre, c'est que clairement, à partir du moment où il n'y a pas une volonté politique assumée et claire de dire ça c'est la règle, on n'a pas le droit de faire ça, on a le droit de faire ça. Ensuite, après, c'est là où il y a un espace qui est laissé aux prédateurs ou à ceux qui sont adeptes de théories politico-religieuses ou alors qui, sans le savoir, s'en font les vecteurs sur les violences sexuelles, par exemple. Oui, il y a eu une volonté du ministère des Sports vraiment d'aller sur ce sujet-là. Sauf que concrètement,
évidemment, ça met du temps. Pendant ce temps-là, les choses existent toujours dans les clubs. Et par exemple, souvent, quand il y a des alertes qui sont données d'un sujet, les dirigeants ne veulent pas y croire. Ils disent mais non, c'est pas possible. Ça fait 30 ans qu'on le connaît. On raconte un exemple comme ça. Une jeune fille qui ose dire ben voilà, il s'est passé ça, il me harcèle, c'est plus possible. Et non, et elle est confrontée comme dans un tribunal en commission de discipline face à son entraîneur. Elle est seule, sans personne. Et voilà. Et du coup après, non, c'est terrifiant. Elle ose plus le dire. Dans le livre est terrifiant. Est-ce qu'il y a un secteur qui a été plus difficile, sur lequel il a été plus difficile, où l'omerta est la plus forte? L'omerta, elle est présente partout dans le racisme, dans l'homophobie, partout, dans la violence. On n'a pas évoqué la violence. Vous racontez d'ailleurs, j'ignorais que le nombre d'arbitres est en baisse parce qu'ils sont victimes d'une violence de la part des joueurs de foot en particulier, très très forte. Il y a beaucoup de choses dans votre livre. Il y a aussi les jeux truqués. Enfin, franchement, si vous vous intéressez au sport, et même pas au sport, à la société, puisque c'est une question de société, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, Le Livre Noir du Sport. C'est paru chez Plomb. Violence sexuelle, homophobie, paris truqués, racisme, radicalisation, tout ce qu'on ne dit jamais. C'est une lecture indispensable. Merci Patrick Karam et merci Magali Lacrose d'être venue ce matin et bravo pour ce livre. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.